Merci beaucoup. Merci pour cette interview très intéressante et qui fait une introduction parfaite pour notre table ronde. Alors, est-ce que nous avons tous nos intervenants? Il y a Adina que je viens de croiser en haut et qui va nous rejoindre. Euh, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Donc, on a ce très beau sujet. Et chez Finance Innovation, c'est un sujet qu'on a identifié qui est une thématique forte dans l'écosystème et dont on s'est emparé puisqu'on a organisé un groupe de travail avec nos membres pour réfléchir justement à comment finalement à opérer cette transformation et avoir un impact concret dans l'écosystème. Ce groupe de travail a donné lieu à une publication qui est disponible aujourd'hui, téléchargeable sur notre site internet et sur le site internet de PwC. Donc on a des petits flyers que vous allez pouvoir récupérer pour télécharger le livre blanc. C'est un grand plaisir pour moi d'avoir en plus une table ronde qui a une majorité de femmes. On a essayé de faire attention dans la journée, on a essayé d'avoir la parité. On n'a pas toujours été au top, mais pour conclure, on conclut en beauté. Donc je tiens à remercier beaucoup Pauline et PwC pour l'animation de ce groupe de travail. Qui a fait un travail vraiment formidable, animé, capter les idées, produire un livrable, c'est dur et ça demande de l'expertise. Donc merci et bravo Pauline pour ce travail. Donc on va commencer directement avec le vif du sujet et Pauline va commencer par nous présenter on va dire, les grandes conclusions de l'Innovation Paper. Pour qu'on ait l'enjeu, le contexte, et ça va nous donner aussi une base de discussion pour la suite. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous. Ça a été un travail collectif. Donc d'abord, il y a eu pas mal d'équipes chez PwC qui ont travaillé sur le sujet. Et puis, on a eu surtout des participants qui avaient beaucoup d'idées. Alors peut-être les takeaways de cette étude, et on va vous distribuer des flyers qui vont vous permettre de télécharger donc en temps réel l'étude. Vous aurez un petit QR code à flasher et ça va arriver. Bon, premier point, et c'est absolument pas une surprise. Dans le groupe, on avait un petit peu moins d'une quarantaine de dirigeants d'assurance. 100% nous disent que le sujet de l'assurance durable, c'est quand même un point qui est en haut de leur stratégie. Donc ça, il n'y a évidemment pas de surprise. Peut-être deuxième point, ils sont quand même 39% à craindre que le contexte actuel, géopolitique notamment, et puis économique avec l'inflation, l'un découlant aussi de l'autre, va pas trop favoriser en fait le déploiement de ces approches. Donc ils ont peur quand même à 39% que à court terme c'est des effets plutôt négatifs. Troisième point aussi qui était, je pense, assez intéressant, c'est qu'on en a 72% qui nous disent que finalement ils se sentent assez démunis déjà pour définir les concepts d'assurance durable, d'assurance à impact. Donc premièrement définir. Et puis, évidemment, déployer ces concepts pour les rendre tangibles et que ce ne soit pas juste des slides sur un PowerPoint, mais que ce soit vraiment quelque chose de concret et d'ancré finalement dans leur chaîne de valeur. Et donc, du coup, ce qui ressort de ça, c'est que finalement, il y a un premier axe qui est assez intéressant, c'est de pouvoir faire de la pédagogie de façon innovante. Et on s'est dit que, puisqu'on est finance innovation, il y a forcément de la place pour pouvoir débroussailler un peu le terrain, pour que ce ne soit pas qu'un discours d'expert à expert, puisque bien entendu le prisme réglementaire va aider à ce que le sujet soit pris en main, mais peut-être pas par l'ensemble des parties prenantes. Et alors quand je parle des parties prenantes, ça a été aussi un point très intéressant dont on a beaucoup discuté. C'est bien sûr l'ensemble des parties prenantes au sein de l'assureur, d'ailleurs qu'il soit en B2C, en B2B ou en B2B2C, mais c'est aussi à l'extérieur de l'assureur. Et on a tous convergé en disant que finalement il y a des opportunités aussi d'innovation sur la capacité à faire de la pédagogie avec les parties prenantes externes. Évidemment, les clients,
mais aussi les fournisseurs, les partenaires, et que quelque part, ça faisait partie du rôle de l'assurance. Sans rentrer dans les détails, et vous pourrez du coup télécharger sur le flyer, il y a peut-être 3 grandes actions. Alors on a tout un livre blanc qui parle de beaucoup d'actions et on va rentrer dans le détail, mais 3 grandes actions qui, à mon avis, sont assez intéressantes et assez simples. La première, c'est l'idée de pouvoir mettre en commun des données, finalement. Donc ça, on est sur quelque chose qui dépasse les frontières de l'assureur, de mettre en commun des données qui sont liées aux enjeux climatiques et sociaux. Oui, parce qu'on a parlé de développement durable sur finalement les 3 volets, de le S, le G, pour pouvoir finalement mieux appréhender la déformation de la masse assurantielle. Donc ça, c'est une première action où on se dit qu'il y a quelque chose à faire ensemble. La deuxième action, en fait, qui est sortie des réflexions, c'est justement de pouvoir accompagner ces partenaires dont on parlait, ces clients, au-delà de tout le travail qui est quand même bien enclenché chez les assureurs. Il y a évidemment des niveaux d'hétérogénéité parmi les groupes, mais globalement, c'est quelque chose qui est quand même bien démarré. C'est surtout le côté externe. Comment on s'y prend? Je pense à notamment des discussions. Là, on se posait la question, est-ce qu'il faut arrêter d'assurer des clients qui sont pollueurs, etc. Il y avait plutôt l'idée de non, notre rôle, c'est d'accompagner en fait la transition à partir du moment où il y a la volonté chez nos clients. Puis le troisième point, il tourne autour des labels. On a beaucoup discuté des labels, c'est un peu la jungle, beaucoup de labels. Puis en parallèle, il y a les régulateurs qui, du coup, finalement, s'emparent de plus en plus du sujet. Et donc on voit des contraintes qui arrivent et qui permettent d'ailleurs d'aller dans le bon sens. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est que probablement, on peut estimer que de plus en plus, le sujet va être tiré par les régulateurs. Pour autant, il y a probablement un intérêt d'avoir un label RSE qui soit spécifique au secteur de l'assurance et qui prenne en compte justement les spécificités, notamment du fait que ce soit une activité régulée. Donc voilà, en quelques minutes, c'est un sujet passionnant, on pourra en parler des heures, mais au moins pour lancer le débat. Merci beaucoup Pauline. Donc pour commencer, on voit bien qu'il y a 2 sujets qui sont clés. Le premier, c'est la compréhension. Qu'est-ce que l'assurance durable, qu'est-ce que l'assurance à impact, la RSE? On a vu tout au long de la journée que c'est des concepts qui ne sont pas encore très bien compris. Et ensuite, quel impact cela va avoir dans l'organisation des entreprises? Et donc, j'ai envie de commencer par Caroline. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de l'approche que vous avez de ce sujet chez Crédit Agricole et comment ensuite vous déclinez ça? Ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Alors déjà, une première chose, c'est que chez nous, Crédit Agricole Assurance, on fait partie du groupe Crédit Agricole et que le sujet du sociétal, en fait, il a été mis en avant à travers notre projet d'entreprise, notre projet de groupe et à travers 3 grands combats qui sont le climat, la transition énergétique, l'inclusion et la cohésion sociale et les transitions agri-agro parce qu'on s'appelle Crédit Agricole. Tout ça ayant des liens, tous ces sujets ont des liens entre eux. Donc en fait, on part déjà d'une photo avec des axes stratégiques déjà définis. Et nous, en tant qu'assureur, donc filiale assurance du Crédit Agricole, premier assureur des Français, premier banque assureur en France et en Europe, on se dit on est leader, c'est bien, mais être leader, ça a du sens si on peut avoir un impact. Et ça rejoint le sujet de notre table ronde, et avoir un impact sur ces 3 grands sujets. Donc on s'est dit, cette stratégie, ces 3 grands axes, en fait, il faut qu'on les mette au cœur de notre métier et pas à côté. Et ça fait 5-6 ans qu'on est déjà dans cette stratégie-là. Et ça veut dire quoi au cœur de notre métier d'assureur? Ça veut dire dans nos investissements, ça veut dire dans nos offres et ça veut dire dans notre fonctionnement d'entreprise. C'est-à-dire qu'on a défini, pour nos investissements, pour nos offres et services, des objectifs sur les 3 pavés que je vais vous donner, des KPI. On a recensé l'existant, puis on s'est dit à 2025, à 2030, etc., parfois plus loin, qu'est-ce qu'on veut atteindre, mais de manière très concrète. Donc, c'est des nombres d'arbres plantés, ça va être alors parfois des encours. Quand on peut transformer les encours en plus d'impact, on va le faire aussi, mais voilà, on s'est fixé des objectifs. Et le plus compréhensible possible pour tout le monde. C'est-à-dire que dire que notre objectif à 2025, c'est de financer ou de contribuer à financer 14 gigawatts d'énergie renouvelable,
ça peut vous sembler bien, pas bien. On est premier investisseur institutionnel dans les ENR, mais en fait 14 gigawatts, ça correspond à la consommation moyenne française annuelle de 5 millions de foyers. Donc on a essayé à chaque fois de faire ce travail, d'aller le plus loin possible dans l'impact. Donc on a défini ces objectifs, ces KPI, et puis on s'est dit c'est important aussi d'avoir une gouvernance dans l'entreprise pour porter ces sujets-là, suivre en fait nos plans d'action et notre démarche. Et donc on a créé en fait une gouvernance. Alors c'est assez pyramidal. Au Crédit Agricole, c'est parfois pyramidal, mais parfois dans plein de grands groupes. Mais en fait, on a commencé par un comité stratégique sociétal qui reprend tous ces sujets-là, tous nos plans d'action qu'on suit au quotidien avec tous les métiers représentés, que ce soit des métiers de business ou de fonctions de support. Vous parlez des achats, etc., ou de la RH ou d'autres sujets. Donc, et puis qui se déclinent en comité de pilotage sur nos sujets d'investissement, d'offres, de fonctionnement d'entreprise, eux-mêmes se déclinant avec des groupes de travail, etc., etc. Donc on a installé une gouvernance. Et puis, ça peut vous sembler un peu top-down. L'idée, c'est aussi que ça remonte des collaborateurs. Donc on a créé aussi des réseaux d'ambassadeurs sur la diversité, d'ambassadeurs sur la RSE, les éco-gestes, etc. Donc notre idée, c'est d'embarquer aussi bien évidemment les collaborateurs qui sont une force importante et nos parties prenantes externes aussi. Merci beaucoup. Et du coup, je pense que je vais étendre un peu la question à David pour savoir, vous, chez Prévoir, comment vous abordez ça. Et puis derrière, effectivement, comment embarquer justement les collaborateurs, qui est quand même un sujet essentiel. Merci Nicolas. En fait, ce matin, il y avait une table ronde des dirigeants où Patricia Lacoste, qui est PDG du groupe, a parlé. Et en fait, elle a expliqué longuement que finalement, l'histoire de Prévoir, c'est la protection des classes populaires. Et quelque part, dans le côté ESG chez Prévoir, le S social, il est très prédominant. Alors, je ne dis pas que les autres sujets ne sont pas prédominants, mais c'est là-dessus qu'il y a eu finalement une concentration de l'énergie depuis dans votre ADN. Voilà, l'ADN exactement, depuis la création en 1910. Donc on est aujourd'hui vraiment sur ce sujet-là avec l'idée de faire une transition sur les autres sujets de l'ESG. Donc en fait, il y a plusieurs niveaux, parce que moi j'ai plutôt une casquette en général je suis actuaire, donc j'ai plutôt une casquette de risque. Et moi je me dis toujours sur la difficulté qu'on a en matière de ESG ou de démarche RSE, c'est la même chose, c'est la même difficulté qu'on a sur la démarche de gestion des risques dans les entreprises. Il y a une acculturation qui est vraiment nécessaire. Et cette acculturation, finalement, elle doit se faire au niveau d'un conseil d'administration, au niveau d'un CODIR, ensuite au niveau des collaborateurs, de manière à ce que toute l'entreprise soit embarquée d'une certaine manière. C'est un peu ce qui est en train d'être fait chez Prévoir aujourd'hui, avec séminaire CODIR, séminaire administrateur, fixation des objectifs aussi, parce que quelque part, les objectifs sur le domaine social sont très clairs dans l'ADN de Prévoir. Sur la partie environnementale, c'est des choses qui sont en train d'être déclinées, que ce soit sur la partie gestion financière, puisqu'on gère des fonds, et puis aussi sur la construction de produits. Alors souvent, quand on parle de démarche RSE aussi pour les assureurs sur l'aspect produit, on est tout de suite vite sur la partie financière. C'est surtout le sujet qu'on regarde en général. Et puis comme la réglementation elle est de plus en plus contraignante, en fait finalement on emboîte le pas dans une réglementation et puis on essaie d'être en conformité. On a un sujet qu'on oublie parfois en assurance aussi, c'est le domaine RSE sur les produits plus traditionnels d'assurance, sur la prévoyance par exemple. Ce sujet-là aujourd'hui, il me semble-t-il, n'est pas encore complètement abordé. Ce n'est pas uniquement la segmentation de la clientèle et de trouver les classes populaires ou autres sur lesquelles on va finalement cibler. C'est aussi quelque part comment est-ce qu'on amène des engagements RSE dans la construction des produits d'assurance, dans la manière dont on va traiter les sinistres par exemple, dans la manière dont on va mettre de l'empathie au moment où il y a des sinistres. Il y a tout un domaine, on parlait de parties prenantes tout à l'heure, parce que c'est quand même le cœur du sujet RSE. C'est ça aussi sur lequel on est en train de travailler. Par exemple, on avait des activités comme pas mal d'assureurs sur la vente par téléphone. Alors la réglementation, elle nous force à sortir, mais on avait déjà décidé d'arrêter avant en se disant quelque part, est-ce que c'est vraiment un engagement est-ce qu'il y a une valeur du produit vendu par téléphone quand on voit la manière de faire, la construction. Ça, c'est des réflexions qu'on a envie d'intégrer aujourd'hui. Donc au travers de cette démarche RSE chez l'assureur, voilà, on a aussi le sujet de la manière dont on va finalement développer, construire nos offres pour qu'elles répondent certes à des vrais besoins, mais aussi peut-être à une forme plus empathique
d'approcher le client. Merci, merci beaucoup David. Et je trouve que c'est très intéressant parce que le côté social, parfois, il est un peu oublié aujourd'hui. On est très environnemental avec les catastrophes climatiques, etc. Et je trouve que c'est une approche intéressante et ça fait une bonne transition avec Sophie parce que, comme on avait discuté l'autre jour chez April, je pense que ça fait partie aussi de votre culture dès le départ. Donc, si tu peux nous expliquer un petit peu. Oui, la direction de la RSE, en tout cas chez April, est une vieille direction qui a été créée parce que voilà, c'était tout à fait dans l'ADN d'April d'accompagner et de rendre l'assurance plus facile au sens extrêmement large. Donc c'est une direction qui a embarqué très tôt les questions sociales, effectivement, comme vous l'avez dit. Et puis c'est une direction qui est en train d'évoluer puisque, un peu comme ça a été dit précédemment, on a réinterrogé sous cet angle ESG notre raison d'être. On s'est questionné à partir de notre raison d'être comment celle-ci pouvait être déclinée sur les aspects sociaux, environnementaux et les aspects de gouvernance. Ça a été la première étape. Deuxième étape, on a regardé notre plan de développement stratégique parce qu'il était hors de question d'avoir une stratégie RSE hors sol et à côté du développement de l'entreprise, mais bien au sein et accompagnatrice de la transformation de l'entreprise. Donc on est parti aussi de ce plan de développement stratégique. Enfin, on a eu une étape qui a été d'aller challenger notre démarche RSE auprès de l'ensemble de nos parties prenantes. Donc on les a interrogés sur leurs priorités, sur notre légitimité, sur certains engagements qu'on souhaitait prendre. Et donc on a pris leur retour, on a amélioré et modulé notre politique aussi en fonction de leur retour. Et enfin, on a décliné cette politique en interne en créant un e-learning dans lequel on explique cette stratégie RSE et qu'on diffuse à l'ensemble de nos collaborateurs avec l'ambition de former 100% de nos collaborateurs d'ici la fin de l'année. C'est un MOOC qui a été mis en place cet été. On a aujourd'hui 45% des collaborateurs qui l'ont suivi. On va passer ensuite à l'étape d'après qui va être... Là, non pas de former, on n'a pas cette prétention-là, mais en tant que leader du courtage, on souhaite aussi embarquer la filière. Et donc, on va aller maintenant informer et donner du contenu à nos courtiers partenaires pour qu'ils participent de manière active à cette démarche RSE. Et on n'exclut pas, dans des temps assez courts, d'aller développer aussi des outils qu'on mettra à leur disposition pour que certains de nos partenaires qui n'ont peut-être pas les moyens parce que ce sont des plus petites entreprises puissent aussi aller sur ces sujets RSE, puisque vous le savez comme moi que la réglementation va s'étendre désormais à des PME et à des plus petites structures avec une très très grande marche à franchir, et donc il est de notre devoir d'accompagner voilà, nos partenaires. Et en tant que distributeur, justement, quelle est la relation que vous avez avec les assureurs finalement qui produisent ces produits et vous qui êtes plus peut-être parfois en front, vous voyez qu'il y a un besoin, il y a une demande. Comment vous interagissez justement avec les assureurs derrière ? Alors plusieurs manières. Je voudrais citer un chiffre, c'est de mémoire une étude de Capgemini de 2020, mais qui indique que les assurés sont à 50% très regardants sur le caractère responsable des produits d'assurance qu'ils vont contractualiser, mais aussi sur le caractère responsable et durable de la compagnie d'assurance auprès de laquelle ils vont contractualiser. Donc je trouve ça assez intéressant parce que justement, ils distinguent le produit de la compagnie et les deux comptes. Donc ça, c'est le premier point. Ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de mettre au point un certain nombre d'enquêtes auprès justement de nos assurés et de nos courtiers pour remonter les besoins en matière sur ces sujets précis de RSE et de durabilité. Donc c'est une information évidemment qu'on va partager avec les assureurs partenaires avec lesquels on travaille. Évidemment, on prend en compte, et c'est tout l'intérêt d'avoir une direction de la RSE qui est au plus près des métiers, c'est-à-dire qu'on travaille avec les directeurs marketing, avec les directeurs marché, avec les équipes, pour qu'elles embarquent les critères RSE dès l'élaboration, j'allais dire la constitution, l'élaboration des produits d'assurance. Et puis quand on ne peut pas, parce que parfois on ne peut pas embarquer des critères RSE dans les produits, à ce moment-là, on va aller regarder quels sont les services qu'on peut associer aux produits pour favoriser soit le développement de comportements
peut-être plus responsable chez les assurés finaux, soit effectivement être dans nos missions. Tout à l'heure, j'entendais quelqu'un à la table ronde d'avant parler de service public de l'assurance, et donc être effectivement dans ces services, je vais plutôt qualifier de sociétaux, qu'on doit jouer demain dans les produits ou les actions qu'on peut obtenir, entre guillemets, grâce à la diffusion des produits. Merci beaucoup. Moi, désolé, je vais avoir un petit billet, mais je voudrais proposer à Adina de présenter ce que vous faites, parce que je pense que c'est aussi dans l'ADN de votre projet, de votre entreprise. Et donc, ça montre aussi qu'il y a une volonté qui fait naître des projets concrets. Oui, tout à fait. Alors, pour ma part, je représente une start-up qui est donc très différente par nature des assureurs que nous venons d'entendre. Donc, pour nous, cette démarche RSE, elle se retrouve dans notre mission, qui est celle de donner les moyens aux institutions et aux épargnants d'atteindre leurs objectifs financiers. Donc on le fait de manière très concrète de deux manières. La première, c'est en mettant dans les algorithmes d'investissement les objectifs des investisseurs. Donc ça, c'est très important, de manière à ce que, en investissant, et du coup on n'est plus sur des produits, on est plutôt sur des solutions. Et donc en investissant, ils vont le faire en ayant en tête leur objectif et la manière dont ils peuvent y parvenir. Donc ça, c'est la première façon de faire. L'autre façon, c'est en donnant les moyens digitaux, puisque c'est notre autre expertise, à l'ensemble de l'écosystème de l'épargne, à la fois collaborer, mais aussi de travailler sur la transparence des offres vis-à-vis des clients, de la transparence sur les frais, de la transparence sur les performances. Et donc typiquement, nous venons de créer le premier comparateur de performance de gestion pilotée, qui est un des pans en fait de l'investissement qui est resté complètement opaque, puisqu'aujourd'hui c'est très compliqué de savoir, selon chez tel assureur, chez tel distributeur, qu'est-ce que rapporte une gestion pilotée et puis bientôt le PER, puisque maintenant la gestion par défaut du PER, c'est la gestion pilotée. Voilà, donc c'est une autre manière d'aborder les choses à notre échelle, sachant que l'élément humain que vous avez déjà évoqué est bien sûr primordial. Aujourd'hui, alors pour attirer des talents, il faut surtout qu'il y ait un sens. Donc les gens qui sont là à travailler avec moi sont là parce qu'ils trouvent un sens à la mission de l'entreprise et qui s'épanouissent en travaillant là-dessus. Et c'est un sujet qui est clé, hein. Je pense que dans toutes les entreprises, on voit trouver les talents, c'est compliqué, et les garder, souvent encore plus. Donc avoir du sens, c'est un facteur de plus en plus important. Et on sait qu'augmenter un salaire, ça peut garder quelqu'un pendant quelques mois, mais trouver du sens dans son travail, ça permet de fidéliser un talent pour beaucoup plus longtemps. Pauline, en tant qu'accompagnateur justement de cet écosystème, toi qui rencontres beaucoup d'acteurs, de grands et de pas si grands, comment est-ce que tu sens la maturité finalement, et non seulement de la sensibilité à ces sujets, mais aussi sur la mise en œuvre? Peut-être plusieurs façons de répondre à la question. Le premier point, c'est que je pense qu'en France, parce qu'on a aussi une vision assez internationale, genre on n'a pas à rougir. Les assureurs, quand même, le sujet est pris. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont sur sensibiliser, former, accompagner, et puis avec... je pense que Caroline le disait, essayer de faire apprécier des résultats concrets, tangibles, pour que ce ne soit pas juste des concepts. Ce qu'on a vu, et je pense une marge de progression qu'on peut voir par rapport à peut-être d'autres secteurs sur lesquels on intervient, c'est de vraiment systématiser et peut-être de processer cette vision impact tangible, sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et donc je réagis aussi par rapport à ce que David citait comme exemple. Ce qu'on a vu, c'est que par exemple une approche autour des ODD,
Donc évidemment, dans les directions des RSE, tout le monde connaît les 17 ODD, il n'y a pas de sujet. Au-delà, un petit peu moins. Au-delà de connaître, admettons, on peut former, ok, tout le monde va connaître les ODD et va dire que c'est super. Mais se poser la question très concrètement, que ce soit sur une mise sur le marché, que ce soit sur une façon de gérer un sinistre, etc. Alors on prend l'ensemble de la chaîne de valeur en disant, mais finalement, nous, quels sont les objectifs qu'on a au niveau métier? Quelles sont finalement les activités qui sont nécessaires pour produire ces objectifs? Et in fine, quels vont être des impacts tangibles sur l'atteinte des ODD? Il y en a 17, donc c'est extrêmement varié. Ça peut être un peu plus sur le E, sur le S. Ça, c'est une façon de monter une marche. Et on a beaucoup parlé au sein du groupe de travail sur des approches qui sont des approches avancées autour de la théorie du changement qui reposent sur l'atteinte des ODD. Donc voilà, on n'est pas... parce qu'on aime bien en France se flageller, et on a quand même... on est... Par rapport à d'autres acteurs, on est plutôt bien, mais voilà, les marches à produire, c'est trouver des approches vraiment systématisées pour pouvoir vraiment embarquer. Et puisqu'on l'a dit plusieurs fois, vous l'avez dit, c'est pas un truc à côté, c'est pas juste un truc pour attirer les gens, c'est vraiment au cœur du réacteur. La deuxième chose aussi, c'est que ce sujet, il est vaste. Si on commence à décliner ce que ça veut dire le E, le S, le G, on peut prendre le sujet un peu dans tous les sens. Alors le E, c'est un peu facile, c'est un peu le dénominateur commun qui parle à tout le monde. Tout le monde a des stratégies net carbone zéro. Je pense que ça aussi, au niveau de maturité, on voit quand même des différences, notamment sur les sujets sociétaux. Et parfois, on parlait... tout à l'heure du fait que c'est très important d'accompagner la transition et que les assureurs, les acteurs de l'assurance, quel que soit le statut, je ne veux offenser personne, il y avait plutôt un consensus pour dire à partir du moment où on a des clients qui veulent aller dans la bonne direction, c'est aussi notre rôle de les aider, de les accompagner. Mais parfois, les choses ne sont pas aussi simples. On a vu aussi, on a débattu, il y a des exemples où il y a des activités de certains clients qui ne sont pas bonnes, d'un point de vue bilan carbone, mais qui sont faites à des endroits dans le monde où s'ils arrêtent, il y a des impacts extrêmement forts sur des emplois en local. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut, en tant qu'assureur, privilégier le E, le S et quelle politique on a? Donc, ce point, c'est juste pour dire que souvent, on parle beaucoup du E, net carbone zéro, mais le sujet il est beaucoup plus vaste. Et donc, il y a aussi... le diable est dans le détail, et donc c'est pas forcément facile de naviguer. Et voilà, il peut y avoir des positions auprès d'ailleurs des acteurs qui sont pas forcément les mêmes, mais parce que justement il y a cette complexité. Et je crois que Caroline veut réagir. Je veux réagir sur ce que tu viens de dire, parce que je pense que c'est important de dire que sur nos métiers, les choses sont rarement tout blanc ou tout noir. C'est-à-dire que même si on a tous une philosophie, on voit tous en fait l'objectif qu'on veut atteindre à très long terme, dans les faits, ça devient des sujets de plus en plus complexes à intégrer dans l'entreprise. C'est-à-dire que les directions RSE, nous, alors je ne sais pas si on est aussi ancienne que la tienne, mais nous, on a une direction RSE qui a une dizaine d'années. C'était des sujets de gestion de projet. Ça devient des sujets de plus en plus techniques, de plus en plus d'experts, avec des problématiques de ressources sur le marché qui sont quand même de plus en plus difficiles à trouver, notamment sur les sujets climatiques. Et des sujets de la donnée, c'est-à-dire qu'on va mesurer notre empreinte carbone, on va mesurer sur les investissements, sur les offres, et c'est donc des modèles de la data, avec tout ce que ça suppose, donc c'est complexe. Et c'est complexe aussi dans le fait que, comme tu le disais très justement, nous par exemple, si je vous donne l'exemple des investissements, on veut faire du zéro charbon, zéro à horizon 2050. Et pour autant, notre leitmotiv, en tout cas notre conviction au Crédit Agricole comme d'autres grands groupes, c'est on accompagne les transitions. On est dans une économie qui est carbonée, et donc on ne va pas passer du jour au lendemain à zéro charbon. Je pense que ça, tout le monde l'a compris. Et donc du coup, comment on accompagne nos entreprises et nos clients dans cette transition? Et donc quand je vous dis que dans notre portefeuille, par exemple, on a des contreparties qui ont des mix énergétiques extrêmement de plus en plus vertueux, qui progressent fortement, mais qui ont encore
un petit bout d'énergie fossile, un petit bout de charbon, il n'empêche que du coup, on a dans nos portefeuilles parfois des petits bouts d'entreprises qui sont pour autant des partenaires extrêmement stratégiques sur le domaine des énergies renouvelables et qui petit à petit progressent, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc c'est complexe et c'est complexe aussi puisqu'en fait on est un bancassureur universel, donc on veut assurer tout le monde, on a un rôle pour assurer tout le monde, donc l'idée c'est pas de se dire du jour au lendemain j'arrête d'assurer telle ou telle catégorie de population, donc ça c'est pas dans notre philosophie. Et c'est dernièrement complexe parce qu'aussi les clients par rapport à tous ces sujets-là, accrochons les ODD, l'ESG, la taxonomie, tous ces sujets-là, c'est déjà compliqué en interne de les porter. Alors je vous dis pas pour un client qui va dans une agence ou qui est sur Internet ou qui va souscrire à ce que tu proposes, c'est pas simple. Bon, pour autant, on est plein de bras musclés motivés. Mais c'est comme la réalité, c'est que c'est pas forcément évident comme ça. Du coup, si dans la salle, il y a des start-upers qui ont des super idées pour faciliter le travail, c'est le moment d'y aller. Hein. Tout à fait. Peut-être, je voudrais juste réagir sur une chose, sur l'aspect complexité. Au sein de l'Institut Actuaire, on a fait paraître un guide, il y a eu un groupe de travail qui s'est réuni, et ce guide s'appelle Guide réglementaire de la durabilité. Il fait 100 pages. C'est franchement illisible. Non pas parce que ça a été fait par les actuaires, oui, parce que je j'allais dire. défendre. mais pour une raison toute bête, c'est qu'en fait, la réglementation autour de la durabilité au sens large est super complexe, super lourde. Elle est dans plein de textes, elle change tout le temps. Si on se remet depuis 10-15 ans, tous les ans, il y a des choses qui bougent. Et qu'en fait, pour suivre le rythme de ça, ça veut dire qu'il faut forcément avoir des directions RSE qui absorbent, qui phagocytent, qui recrachent, qui redistillent, qui distribuent. Et quand on a fait ça sur les collaborateurs, la réglementation, elle a bougé. Et donc on recommence. Alors tant mieux pour les consultants, mais c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que quelque part, quand on peut penser ESG en se disant on va penser entre guillemets avec le cœur, la planète, selon la planète, les gens et tout ça. Mais à côté de ça, on a un énorme enjeu réglementaire qui est super lourd à suivre, parce qu'il faut qu'on arrive à distiller en fait toutes ces obligations et ces contraintes réglementaires un peu partout dans l'entreprise. Et du coup, ça rend le sujet certes passionnant, mais par contre super difficile parce que on bloque, et on bloque aussi, et ce que tu disais, sur les problématiques de transition. C'est-à-dire qu'en fait, on porte quand même en tant qu'assureur, on porte du risque, on a un certain business model, et du jour au lendemain, on ne peut pas changer toute la manière de fonctionner, simplement parce que la réglementation, elle dit avant c'était blanc, maintenant c'est noir, ou l'inverse. Il faut un moment, et on le voit bien, hein, ces problématiques d'actifs, les stranded assets, là, les actifs échoués, les choses comme ça, c'est pas du vent en fait, il y a un vrai risque, et derrière, il y a la question économique. Et quand on parle de RSE, on doit quand même naviguer entre l'économie, l'environnement et le social, la population. Et la RSE, c'est une espèce d'équilibre de tout ça, et c'est pas l'un contre les autres, et c'est ça qui est difficile à faire. Non, juste en complément, parce que cette réglementation qui est mouvante, et effectivement c'est extrêmement complexe, et on s'arrache les cheveux tous les jours, et on essaye de convaincre en permanence les directions juridiques de venir avec nous sur ces sujets-là, c'est aussi de superbes opportunités. C'est du risque, mais ce sont des opportunités parce que ça oblige, et ça va nous obliger encore plus, à traiter nos datas extra-financières avec la même rigueur que les datas financières. Ça va nous obliger effectivement à processer ce qu'on met en place là où parfois, il faut être honnête, on ne processait pas parce que c'est aussi une matière nouvelle et que du coup, il y a beaucoup encore d'instinct dans nos manières de fonctionner. Et ça nous oblige aussi, ces évolutions réglementaires, parce qu'elles vont permettre une définition beaucoup plus claire des indicateurs qu'on suit. Elles vont permettre de nous comparer. Elles vont permettre d'agir peut-être avec davantage de transparence vis-à-vis de l'ensemble de nos partenaires. Et en interne, effectivement, ça va aussi, il me semble en tout cas, amener les directions métiers à intégrer encore davantage nos critères extra-financiers dès le départ dans leur propre champ d'action finalement. Et donc, ça va permettre à la RSE d'infuser encore davantage. Alors, pour le moment, on est plutôt sous l'aspect où on amène les trucs et on n'est pas très sexy quand on arrive avec nos réglementations, mais bon. Après, en fait, c'est un autre mode de pilotage des entreprises de demain. C'est de se dire que demain, aujourd'hui, on pilote le résultat, la solvabilité, enfin tous les indicateurs que vous connaissez. Demain, quand on sera arrivé au bout de ce que tu dis, je te rejoins pleinement, je te rejoins aussi pleinement, c'est comment on va
piloter avec d'autres critères extra-financiers nos entreprises sur des logiques de durabilité. Donc on n'y est pas encore, tout ça est encore très mouvant, et donc en effet, on est un peu au milieu du gué, mais c'est bien ça la philosophie. Et puis peut-être, en aval, il y a les auditeurs. Je peux vous donner la vue bien placée en étant PwC. Nous, c'est vraiment au cœur de notre business. Ça fait 25 ans qu'on a créé un département autour de l'ESG parce qu'on est convaincu qu'il n'y a pas d'entreprise qui gagne dans un monde qui perd. Donc voilà, il faut absolument que l'ESG, c'est un sujet de société. Et du coup, le travail aussi des auditeurs, de revues, ce n'est plus du tout qu'une question d'indicateurs financiers et c'est très clair. Donc il y a aussi en aval une attention particulière. Et nous, on est extrêmement pionniers et moteurs chez PwC pour faire une revue de la performance économique, mais pas que. Et toute la partie extra-financière va devenir de plus en plus importante aussi dans le travail qu'on peut faire sur cet aspect-là. C'était juste pour donner la vision très aval. Juste pour compléter aussi vraiment rapidement, je pense qu'au-delà de cet aspect réglementaire, les assureurs, qui sont des investisseurs de long terme, que ce soit au passif ou à l'actif, ont en fait tout intérêt à travailler sur ces problématiques RSE. Si vous pensez par exemple au carbone zéro, en face, il faut penser qu'ils ont des risques à couvrir qui sont les risques climatiques. Donc ça vous donne une idée du pourquoi en fait l'assureur par construction, par nature, voilà, va être au cœur de cette transition. Mais je pense qu'on est un métier qui est déjà au cœur des enjeux sociétaux et on accompagne les transformations de la société. Et à partir de là, on accompagne les transitions énergétiques, les transitions sociales, les sujets sociaux, etc. Ça fait partie de notre rôle. Et on est entré, je pense, dans la question que je voulais poser après, qui était finalement... Non, mais c'est une suite tout à fait logique. C'est finalement le ROI de la RSE, parce que comment on porte ces sujets auprès de la gouvernance, qui a plein d'autres sujets qui sont tous ultra prioritaires. C'est un peu comme la question du digital il y a quelques années. Finalement, bon, on a les grands risques à piloter. Et comment on fait du coup pour prouver que la RSE, elle a un retour sur l'investissement et qu'il n'est pas forcément celui auquel peut-être on a l'habitude. Donc, je peux démarrer. En fait, au Crédit Agricole, en fait, on n'est plus dans cette étape de prouver en fait que la RSE en fait est un sujet. C'était plus le cas il y a quelques années, je dirais, il y a 4-5 ans, où c'était un peu plus galère quand même de passer dans les instances, d'arriver à mobiliser les troupes, voir certains dirigeants. Aujourd'hui, honnêtement, moi je vois plus, cet enjeu il est plus là pour moi. Donc les dirigeants, en tout cas au Crédit Agricole et chez Crédit Agricole Assurance, ils sont totalement orientés vers les 3 grands axes dont je vous parlais tout à l'heure: climat, inclusion, transition agri-agro. Alors avec toutes les opportunités et les difficultés qui ont été évoquées. Mais par contre, on a un enjeu de lisibilité des actions, d'avoir des actions qui soient construites avec le plus d'impact possible, d'accélération, je pense, d'accompagner avec nos collaborateurs et nos clients vraiment ce rôle, à la fois dans nos offres, d'accompagner les clients, dans nos investissements, de jouer notre rôle de jouer le rôle de l'engagement actionnarial vis-à-vis des investissements est quand même très important. Donc je pense que là, il faut qu'on accélère, mais on est moins dans le sujet dans le défi de convaincre, en fait. En tout cas, c'est ma perception. Et Adina, de ton côté, quand toi, justement, tu vas présenter tes solutions, quelles sont les attentes, finalement, de tes clients vis-à-vis du ROI ou de la mesure, en tout cas, de la performance de tes solutions? Parce que nous, en tant que Finance Innovation, on voit bien que les startups, quand elles vont voir les grands groupes, souvent derrière, c'est ça va me rapporter combien? Alors, sur la RSE, peut-être que l'approche est différente, mais je suis preneur de ton expérience. Oui, c'est vrai que c'est une question toujours très difficile de combien on va faire économiser à ses clients avec nos solutions. Mais je pense que là, on est arrivé, par exemple, avec la place de marché de l'épargne, pour donner quelque chose de très concret. Je pense qu'on arrive à mesurer, ils arrivent à mesurer ce qu'on peut leur apporter. Pour vous donner, encore une fois, des exemples concrets, si on est dans cet environnement donc, de l'assurance vie, sur la gestion pilotée,
Un gros assureur va recevoir entre, je sais pas, 800 et 1000 grilles d'allocation par an de la part de ces X allocataires gérants d'actifs. Il va les recevoir par mail avec des pièces, avec des fichiers Excel attachés. Qu'est-ce qu'il va faire? Quelqu'un chez lui va devoir ressaisir toutes ces allocations dans leur système, faire des contrôles tant bien que mal, faire des allers-retours avec le gérant, parce que si la somme fait pas 100, ça ne fonctionne pas. Si une des UC n'est pas dans l'univers, ça ne fonctionne pas. Et donc en fait, quand moi je viens en disant, voilà, j'ai une plateforme qui vous permet de recevoir directement dans vos systèmes, avec des contrôles pré-trade, des portefeuilles, eh bien, ils savent que ça va leur économiser 1, 2, 3 équivalents temps plein. Voilà, donc c'est plus comme ça qu'ils vont le réfléchir. Ensuite, ce qui va les intéresser aussi, par exemple, du côté des assureurs, au-delà de cet aspect opérationnel qui est donc facilement quantifiable, c'est de dire on va mettre à disposition de nos réseaux de distribution la possibilité de faire visualiser aux clients, par exemple, les chances de succès d'un projet d'épargne. Et ça, c'est vraiment des choses très concrètes, mais sur lesquelles le ROI n'est pas du tout immédiat. Est-ce que ça va faire décider le client d'investir plus vite, etc. C'est pas évident. Peut-être pour ajouter quelque chose, et je voulais rebondir sur ce que disait Sophie sur les attentes aussi des consommateurs. En fait, nous, ce qu'on voit, c'est que le sujet de la mesure d'impact, la complexité qu'on a sur ces sujets RSE, où a priori, il n'y a plus à convaincre, ça c'est clair, et c'est à peu près clair partout, quoique chez certains acteurs, c'est pas complètement vrai. Mais bon, on va dire, en tout cas, ceux qui ont pris le train, il n'y a plus de sujet au niveau de convaincre. En revanche, la mesure d'impact, en fait, quand on est sur des indicateurs qui sont strictement financiers, c'est assez facile, en fait. En général, on clôture les comptes chaque année, puis bon, voilà, on a le coup près, c'est bien, c'est pas bien, on est capable d'avoir des investissements sur quelques années, mais enfin, on y voit assez clair. Quand on est sur des indicateurs extra-financiers, c'est un petit peu plus compliqué. Ça veut dire qu'il faut aussi mesurer différemment avec d'autres indicateurs. Les exemples que tu donnais sont des exemples qui sont d'ailleurs plutôt avec un impact financier, parce qu'on voilà, on va économiser des ETP, etc. Et donc, il y a plein de choses qui permettent d'avoir des impacts positifs sur des indicateurs financiers. Mais il y a aussi d'autres typologies en fait, d'indicateurs à inventer aussi autour de la mesure d'impact. Donc typiquement ceux qu'on connaît mais qui ne sont pas financiers, c'est comme le NPS par exemple, puisqu'on sait que finalement dans le Net Promoter Score, on sait que la partie ESG va avoir des impacts directs, mais il y a une réflexion qui est en train de se faire aussi pour pouvoir aider à manœuvrer en fait. Donc à la fois, encore une fois, sur comment on arrive à mesurer le fait qu'on contribue bien in fine, et on a des vrais résultats tangibles, et donc typiquement l'approche des ODD est intéressante. Et puis après, presque une nouvelle scorecard à inventer aussi autour des impacts, où évidemment là on a à la fois le court terme et puis quelque chose qui est de plus long terme. Et justement sur la question du long terme, les assureurs sont un acteur de l'investissement dans l'économie, donc ils ont un impact extrêmement fort, hein. On parle toujours les 1300 milliards, bon voilà. Comment est-ce que pour vous, c'est une opportunité finalement d'avoir un impact dans la société? Je ne sais pas, David, vous, comment vous abordez cette question? Je pense qu'en fait, c'est global. C'est sûr que quand on est un investisseur avec autant de milliers de milliards investis dans un pays, puisque c'est quand même le cas pour les assureurs français, il y a une forte capacité à faire bouger les choses. Et il y a quelques années, j'étais encore naïf parce que j'étais un peu plus jeune, je me disais, mais quand même, quand on est assureur avec autant de placements, ça doit être facile. Et enfin, en fait, quand on prend un peu de recul, c'est pas si facile finalement. C'est-à-dire que quelque part, oui, il y a une capacité à, mais derrière, la mise en œuvre, elle est pas aussi aisée, parce que finalement, là aussi, il y a une question d'équilibre entre les pouvoirs des uns, des autres, l'État, et ainsi de suite. Donc on sent bien que tout ça n'est pas complètement aussi ouvert. Ce qui est sûr quand même, c'est que les assureurs sont au contact de beaucoup de personnes, sont au contact de beaucoup d'investisseurs.
ont des placements relativement importants, et donc finalement par petites touches, les choses sur un horizon évidemment long, parce qu'on ne peut pas passer du blanc au noir. Enfin, je pense que ça aussi, c'est des choses qui sont inenvisageables. Et d'ailleurs, heureusement, la réglementation permet quand même de temps en temps d'avoir quelques années d'adaptation. Le sujet, il est vraiment, si je me fixe des objectifs sur un horizon au moins moyen terme, que ce soit des objectifs d'une entreprise ou des objectifs d'une place financière, parce que finalement, le sujet des placements n'est pas que celui des assureurs, quelque part, c'est comment l'ensemble des acteurs va essayer de faire converger pour qu'on y arrive collectivement. Parce que ce que je ne crois pas, c'est un seul acteur tout seul, s'il décide du jour au lendemain d'adopter vraiment des engagements très forts, qui sont un peu à contre-courant, finalement, d'un point de vue purement économique, c'est quand même assez dangereux parce qu'on se met en oblique à un marché qui ne fonctionne pas pareil. Donc on a des risques de ne plus être dans le marché, de finalement de plus exister demain. Donc en fait, il faut que ce soit quand même quelque chose d'un peu collectif. Et du coup, c'est là-dessus qu'il faut vraiment qu'on travaille. Évidemment qu'il y a des instances publiques, il y a des fédérations professionnelles, il y a des groupements d'assureurs, il y a des assureurs qui sont quand même plus gros que les autres et qui, eux, peuvent donner une tendance. Il y a un effet d'exemplarité aussi qui est très important, je pense, pour la place. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on travaille. Tout à l'heure, je pense que c'est toi, Pauline, qui disais que la France n'a pas à rougir. C'est vrai qu'on est quand même... des fois, on donne un peu de leçons au monde, mais globalement, le sujet de l'engagement sur le climat et autres, la France le porte haut et fort. C'est quand même une chance qu'on a en tant qu'assureur finalement français de dire, voilà, ce mouvement-là, il est quand même impulsé, donc je peux m'inscrire dedans. Et l'idée, c'est vraiment de trouver les points sur lesquels on a envie de travailler, de se mettre ces objectifs-là, de mettre les bons indicateurs pour les suivre, et puis d'y aller, sachant que ça prendra du temps. La transition ne se fait jamais en un jour ou deux, c'est forcément une question d'années. Et puis ensuite, les choses devraient être plus jolies. Maintenant, il y a quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en matière d'environnement, par exemple, il y a des choses qui sont irréversibles. On le sait bien aujourd'hui, c'est-à-dire que le sujet, ce n'est pas de revenir à un état d'avant, c'est comment vivre bien dans l'état de demain. Donc quelque part, même si je répartis différemment mes investissements ou autres, le sujet, ce n'est pas juste d'enlever tout ce qui était carboné de mon portefeuille. C'est comment je peux faire des investissements utiles pour que demain, quelque part, j'accompagne aussi les évolutions de la société dans un environnement qui aura changé. Parce qu'il fera plus chaud, parce que ça sera plus compliqué. Pareil sur la société, si les liens sociaux sont cassés, sont distendus, comment est-ce qu'on peut faire quelque chose pour rétablir une autre forme de citoyenneté et de société? Là aussi, quelque part, c'est cet objectif d'y aller collectivement et de replacer ces fonds. Si je les investis quelque part, ce n'est pas pour aller rechercher purement de la performance financière ailleurs, parce que demain on verra qu'il y a d'autres problèmes, mais c'est aussi pour essayer d'impacter, pour prendre le terme à la mode, justement dans un dessin objectif qui est probablement plus collectif qu'individuel. Et là, c'est pas si facile que ça, parce qu'on est quand même dans une société concurrentielle. Merci David. On a un petit peu de temps. J'aimerais qu'on essaye d'aborder peut-être des exemples concrets de produits ou de projets justement qui vont avoir un impact et qui sont accessibles finalement au client final. Je ne sais pas, Sophie, si vous avez des exemples ou des projets que vous portez et qui sont très, on va dire, concrets. Je peux citer quelques produits ou services déjà existants. Il y a quelques années, April avait mis en place une assurance une complémentaire santé et une prévoyance pour les entrepreneurs. Et donc là, pour le coup, sur ce produit-là, le groupe a fait le choix d'être à prix coûtant. Donc on parlait tout à l'heure de rentabilité, de ROI, de rentabilité, mais effectivement sur certains aspects, si on veut avancer sur ces produits à impact ou sur ces dimensions sociales ou sociétales, ça veut dire effectivement se donner d'autres critères que le seul critère financier et, entre guillemets, court-termiste. Donc c'est de regarder à long terme et de regarder sur effectivement une rentabilité qui n'est plus financière mais davantage sociale, avec effectivement un terme qui est: je soutiens aujourd'hui des entrepreneurs qui sont en train de créer leur business parce que demain, ils vont créer des emplois, etc. Donc voilà, c'est un exemple qui me vient en tête.
Un autre exemple qui peut me venir en tête, qui est peut-être un peu plus anecdotique, mais on assure aussi en décennale un certain nombre de petits artisans. On va leur proposer des services comme la vente des inutilisés de fin de chantier. On leur propose un service de traitement des déchets de chantier, ou on leur propose aussi un service de mise à disposition de personnes du bâtiment qui sont à la retraite mais qui cherchent des compléments de revenus. Voilà, donc ça, c'est des services qu'on peut proposer parce que justement, on agrège en tant que grossiste, et donc on peut proposer ce type de plateforme à nos clients. Voilà, c'est à titre complètement anecdotique, mais ça donne peut-être un peu de contenu et de visibilité à ce qu'on peut faire. Je peux témoigner également. Alors on a beaucoup de produits et services aussi qui vont accompagner les transitions énergétiques pour les agriculteurs, par exemple, pour les clients particuliers sur les mobilités douces, sur la rénovation énergétique. Voilà, on a beaucoup de choses. Mais à la limite, ce que je voudrais témoigner, c'est plus d'une démarche en fait qu'on a lancée pour justement intégrer au cœur de la création des offres ces enjeux sociétaux. Et donc, on a créé un référentiel, en fait, chez Agricole Assurance, qui a vocation à permettre d'insuffler cette culture au sein de l'entreprise depuis la création d'un produit jusqu'à la gestion d'un sinistre. Et en gros, l'idée, c'est de se dire, au moment où on pense créer une offre, de mettre autour de la table l'actuaire, le comptable, le gestionnaire de sinistre, le chef de produit, et de se dire sur toute la chaîne de valeur, on va se poser des questions fondamentales sur l'impact environnemental, l'impact sociétal, la transparence, la loyauté, l'utilité du service, etc. Et on va le faire sur tous les aspects de l'offre et créer une sorte de Nutri-Score, non pas pour dire on est bon, on n'est pas bon, non pas pour labelliser quelque chose, mais plus pour faire évoluer la culture de l'entreprise et se dire que toutes nos nouvelles offres passent en fait dans ce Nutri-Score depuis cette année, et on s'est fixé comme objectif que 100% de nos nouvelles offres passent par ce référentiel RSE d'ici 2025. Et donc ça joue à la fois sur le fond, et ça va jouer aussi sur la culture et de l'entreprise pour que ça devienne un réflexe dans toutes les fonctions. Alors bon, c'est pas... Voilà, on démarre, ça pose un certain nombre de questions. Et le métier, c'est-à-dire le métier dommage, quand c'est du dommage, ou le métier prévoyance, ou tel autre métier, va travailler, la RSE étant là pour faire le Jiminy Cricket, et se dire, tiens, est-ce que tu as pensé à ça? Et on le fait surtout, et ce qui est vraiment ce qui me tient à cœur, on le fait avec des parties prenantes extérieures. C'est-à-dire qu'on se fait challenger par l'externe, on ne fait pas ça en chambre, on n'a pas la science infuse. Et donc, on interroge, si c'est sur l'auto, l'ADEME, on va interroger telle autre association pour dire, pour vous, c'est quoi un assureur responsable? Comment vous nous voyez? Et comment on peut progresser? Donc voilà, c'est une démarche un peu transverse. Merci beaucoup Caroline. Pauline, je pense que tu as aussi un exemple à donner. Et puis je vais te laisser le mot de la fin puisqu'on a atteint notre timing. Notre quota. Sophie commençait par donner un exemple qui était vraiment un type de produit mis en place. Caroline nous a partagé une démarche en fait qui couvre l'ensemble de la chaîne de valeur. Je voulais juste pour illustrer d'une autre façon aussi. Justement, comme on se dit que l'idée, c'est d'avoir une démarche et des innovations en fait, sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Nous, on travaille, par exemple, on a beaucoup d'assureurs qui travaillent avec nous parce qu'on a développé un outil qui permet d'avoir un cockpit sur l'empreinte carbone de tous les outils informatiques. On a dit, l'assurance, c'est un métier de data, donc derrière, il y a besoin d'avoir des serveurs, des machines qui tournent. Et donc, voilà, c'est un exemple pour dire, finalement, l'IT aussi, les directions IT, elles ont leur place à prendre dans une approche RSE. Et voilà, des innovations, ça peut être de les outiller pour leur permettre de piloter tout ça. Et peut-être, tu m'as demandé de conclure, donc je le ferai en 30 secondes. Je vous invite à télécharger l'étude. Je voulais à nouveau remercier Pierre qui n'était pas là tout à l'heure quand je remerciais les équipes PwC parce qu'il était en train de poser justement les flyers à la sortie. Vous avez un QR code qui vous permettra de scanner l'étude et surtout de remercier l'ensemble
des parties prenantes qui ont participé à ces groupes de travail. Donc vous êtes évidemment des représentants et donc merci énormément. Merci, merci beaucoup Pauline. Donc c'est le mot de la fin, j'essaye de ne pas glisser. On a juste au-dessus, dans le village des startups, le prix de la InsurTech de l'année qui va commencer. Donc je vous invite à monter pour découvrir les futures pépites, parce qu'on en a deux, on a la jeune pousse et la InsurTech de l'année. Je vous remercie à tous d'être restés là et de participer à cette initiative. Et merci infiniment pour votre contribution qui était passionnante. Et je vous dis à très bientôt. Merci Nicolas.